Bonjour à tous, merci encore de votre fidélité. Très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de School TV Le Mag. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous rejoindre. Le Mag se concentre aujourd'hui sur la guerre en Ukraine. Il y a, vous le savez bien sûr, toutes ces images de guerre, toutes ces images de chaos, le point quotidien concernant la situation sur le plan militaire ou encore diplomatique avec ces espoirs de pourparlers. Et puis, il y a tous ces enfants, ces adolescents qui sont en Ukraine, en Pologne ou encore en France. Des enfants qui doivent tant bien que mal reprendre le chemin des cours. Voici sans plus tarder le sommaire. La guerre en Ukraine, plus d'un mois que ça dure, plus de 10 millions de déplacés, soit un Ukrainien sur 4. Dans ce contexte, la résilience est de mise. Ça s'applique aussi en cours. L'école en temps de guerre, dans un instant, Mathilde Wessels vous dira tout. Quels sont les fondamentaux de l'éducation en Ukraine? Quelles méthodes? Quels enseignements? Surtout, vous verrez que en ce moment, le numérique joue un rôle primordial. Et puis les réfugiés ukrainiens affluent dans toute l'Europe, vous le savez. La tendance n'est pas prête de s'inverser. Comment sont-ils accueillis dans les différents pays, en Pologne ou encore en France? Comment s'adaptent-ils à une autre culture? On se posera là aussi toutes ces questions avec Anastasia. Bonjour Anastasia. Anastasia Beskourvayana, élève ukrainienne. Vous êtes en ce moment réfugiée du côté de Cracovie en Pologne. Merci d'avoir accepté de répondre à toutes nos questions aujourd'hui dans School TV Le Mag. Et on est également avec Olivier Houet. Je t'ai bien dit, ça va? Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes professeur de mathématiques au lycée français Anne de Kiev et vous avez donc fui Kiev et vous vous trouvez en ce moment dans le sud de l'Alsace. C'est parti pour la loupe. La loupe avec Mathilde Wessels. Bonjour Mathilde. Bonjour. Alors Mathilde, avons-nous des informations concernant justement l'école en Ukraine? Les premières questions sont-elles toujours ouvertes? Alors, je vais vous avouer quelque chose, c'est très compliqué d'avoir un retour sur la situation en Ukraine concernant l'éducation. On sait qu'après 2 semaines d'arrêt, l'école a repris il y a quelques jours, quelques semaines dans les zones qui ne sont pas encore touchées par la guerre. Mais le plus souvent, c'est vrai, les cours ont lieu en ligne la plupart du temps, interrompus par des alertes anti-aériennes. C'est le cas notamment de l'école française de Dnipro où des professeurs sont seuls dans les salles de classe. Ils s'adressent à leurs élèves via leur ordinateur, des cours en ligne qui permettent, c'est vrai, de garder un contact, mais également de penser à autre chose que la guerre. Et sur les 6 écoles francophones publiques d'Ukraine, eh bien 2 ont déjà disparu en Crimée et dans le Donbass séparatiste. On a passé la barre des 4 millions, 4 millions de réfugiés, 4 millions de personnes qui ont donc fui l'Ukraine. Concernant les réfugiés, est-ce qu'on sait un petit peu comment ça se passe, notamment en France? Alors, il faut savoir déjà qu'un enfant sur 2 en Ukraine a quitté son foyer. Aujourd'hui, on compte à peu près 2500 enfants ukrainiens scolarisés en France, sachant que ce chiffre-là, on ne peut pas tellement s'y fier, ça bouge un peu tous les jours et malheureusement, il augmente. Le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, a dit ceci, je le cite, « Nous sommes organisés pour cet accueil avec des cellules de crise dans chaque rectorat de France. » Et en effet, notamment le dispositif UPE2A a été mis en place dans les écoles, collèges et lycées. Alors, ce dispositif-là, il permet aux enfants étrangers de suivre un enseignement intensif de français pour ensuite pouvoir évidemment les intégrer dans des classes traditionnelles pour qu'ils puissent suivre les cours. On se souvient également que les ministres européens se sont réunis il y a quelques jours en urgence. Oui, ils ont mis en place ce qu'on appelle une task force, c'est-à-dire une coordination de l'arrivée des élèves ukrainiens. Ça se sépare en plusieurs points. Premièrement, un soutien financier au système éducatif des pays européens, l'engagement également de la facilitation de la scolarisation des élèves ukrainiens en simplifiant notamment les démarches, l'accès également à des ressources partagées pour accompagner les professeurs européens, l'accès à la culture, à la langue et au système éducatif ukrainien via une plateforme ukrainienne d'enseignement à distance. Et puis enfin, l'engagement de la contribution au mécanisme de reconstruction du système éducatif ukrainien. Est-ce qu'une aide est prévue pour les parents? Oui, notamment dans l'acquisition de la langue française, la connaissance des valeurs de la République et puis la compréhension du fonctionnement et des attentes de l'école. Donc ils sont aussi pris en charge comme leurs enfants. Enfin, quel accompagnement pour les profs en français? Alors, ils peuvent suivre le parcours de formation magistère. Alors, si vous voulez plus d'informations, vous pouvez vous rendre directement sur le site www.eduscol.fr. Et puis, je précise une chose à ce jour, l'ONU estime à presque, vous l'avez dit Patrice, 6,5 millions le nombre de déplacés ukrainiens à l'intérieur du pays. L'Europe n'a pas connu de tels flots de réfugiés depuis la Seconde Guerre mondiale. Merci Mathilde. L'expression orale. Allez, l'expression orale, c'est avec Olivier Houet, qui est professeur de mathématiques au lycée français Anne de Kiev, qui a donc fui Kiev pour se réfugier en France. Vous vous trouvez en ce moment en Alsace, et puis avec Anastasia, qui est une élève ukrainienne réfugiée du côté de Cracovie en Pologne. Vous êtes d'où en Ukraine, Anastasia? Je viens de Kiev.
Vous venez de Kiev et vous avez fui il y a combien de temps maintenant? Pardon? Vous êtes parti il y a combien de temps maintenant? Ça fait combien de temps que vous êtes en Pologne et comment s'est passée votre arrivée? Donc, je suis en Pologne depuis 3 semaines, mais nous avons déménagé à l'ouest de l'Ukraine juste quelques jours avant la guerre parce que mes parents ont écouté le discours de Biden et ont compris qu'il faut faire quelque chose. C'est-à-dire que dès que les Américains ont dit qu'ils savaient que les Russes allaient envahir l'Ukraine, vos parents n'ont pas hésité, ils se sont dit tout de suite que vous deviez prendre la direction de la Pologne. On a passé 2 semaines à Rivne. C'est la ville à l'ouest de l'Ukraine. Et puis, mon père nous a fait partir en Pologne parce qu'on a eu la possibilité. Anastasia, vous avez quel âge et est-ce que vous avez des frères et des sœurs qui sont peut-être avec vous en Pologne? J'ai 15 ans, mais je suis seule. Racontez-nous comment vous êtes justement arrivé en Pologne. Est-ce qu'il a été difficile de fuir l'Ukraine et d'arriver justement jusqu'à ce pays qui vous accueille aujourd'hui? Donc, la route était très longue, 13 heures. Quand même, je sais que mes amis ont passé quelques jours sur le chemin. Anastasia, vous avez encore de la famille ou peut-être même toute votre famille en Ukraine? Je suis avec ma mère ici et notre chien. Comment se passe l'adaptation en Pologne? Comment vous avez été accueillis par ce pays? Donc, les Polonais étaient très bienveillants, mais je n'aime pas être la réfugiée. Je voudrais revenir à la maison. Comment se passe l'adaptation? On se dit que ce n'est pas la même langue. Comment vous faites au quotidien justement pour vivre en Pologne? Je sais parler polonais un peu. D'accord. C'est pas très difficile pour moi. Et j'ai des nouveaux amis ici. Vous allez en cours en ce moment en Pologne? Ici, j'étudie dans une école ukrainienne qui a été créée pour les réfugiés. Car ici, il y a beaucoup des enfants ukrainiens et les professeurs. C'est pourquoi le ministère d'éducation ukrainien et la fondation caritative a créé cette école. Et justement, comment se passe à l'école au quotidien? Quels sont les cours qui vous sont dispensés? Est-ce que ce sont ce sont les mêmes programmes que vous aviez quand vous étiez encore à Kiev? Oui, c'est le même programme. C'est pourquoi j'aime cette école. J'ai quelques amis qui étudient dans les écoles polonaises. Ils ont une classe spéciale, mais c'est plus difficile à étudier là-bas. Anastasia, est-ce que vous avez des nouvelles peut-être d'amis qui, eux, n'ont peut-être pas eu le choix et qui sont toujours en Ukraine? Comment se passe leur scolarité? J'ai des cousins qui sont en Ukraine et quelques amis. Ils sont à l'ouest de l'Ukraine et ils étudient dans les écoles locales. Mais C'est-à-dire qu'à eux. l'ouest, il y a encore bon nombre d'écoles aujourd'hui à l'ouest du pays qui sont un peu préservées des bombardements et qui restent ouvertes, où les profs tous les jours vont faire cours, c'est ça, pour tous ces jeunes? Oui, à l'ouest de l'Ukraine, les écoles fonctionnent en personne, mais ma école natale, elle donne des cours en ligne maintenant et j'étudie maintenant dans 2 écoles. Je combine ça, mais je vais choisir quelque chose. D'accord, on va continuer à en parler dans un instant. Également, je vous le rappelle, avec Olivier Houette, qui est professeur de mathématiques au lycée français Anne de Kiev. Vous avez fui Kiev. Je vais essayer de dire Kiev et pas Kiev, pardon, Kiev. Et vous vous trouvez en ce moment dans le sud de l'Alsace. On parle beaucoup de cette résistance sur le plan militaire des Ukrainiens, mais la résistance, cette résilience, elle passe aussi notamment par l'école et la reprise des cours. Oui, je suis d'accord. Je crois que c'est essentiel
les élèves, bien sûr, et aussi pour le reste de l'encadrement, d'assurer autant que possible une forme de continuité et, j'allais presque dire, de normalité. Bien sûr, les conditions sont très différentes, cela va sans dire. Comment s'est passé pour vous, on en a parlé un instant avec Anastasia, comment s'est passé pour vous ce départ en catimini, j'imagine, de Kiev? Alors, contrairement à Anastasia, personnellement, je ne croyais pas, ou pas vraiment, à cette attaque. Et donc, je suis resté jusqu'au 2 mars, donc une semaine après le début des hostilités russes. Le 2 mars, nous avons quitté l'Ukraine en passant par Odessa et ensuite la Moldavie. Un trajet qui a été assez long et assez pénible, je ne vous le cache pas. Mais enfin, qui s'est bien passé. Et alors, vous avez laissé au final toute votre vie là-bas? Oui, complètement. Je suis parti avec un sac au dos. Donc, mon appartement, je l'ai laissé comme tel. J'ai pris les papiers essentiels. Et je suis parti un peu, voilà, effectivement, en laissant tout derrière. Combien de temps vous avez enseigné en Ukraine, à Kiev? Alors, je suis professeur depuis le début de cette année, simplement. Et avant, je travaillais dans l'industrie. En réalité, en Ukraine aussi, mais pas en tant que professeur. Et qu'est-ce qui vous a donné justement l'envie de transmettre, et qui plus est en Ukraine? Alors l'Ukraine, c'est un pays que j'adore. D'abord, j'y ai travaillé donc dans le secteur pétrolier avant. Et quand le choix est venu, j'ai décidé de rester parce que j'aime le pays, parce que j'y ai des attaches. Et de mon point de vue, il était aussi temps de donner ou de donner. J'ai beaucoup reçu dans ma carrière. Je me suis dit qu'il était temps de donner. Et j'aime les maths et j'ai décidé donc de prendre ce poste en tant que prof de maths au lycéen de Kiev. Et j'avoue que ça a été une très bonne décision. Est-ce que vous avez des nouvelles de vos anciens élèves? Alors, des nouvelles, alors, il y a comment dire, Un groupe? un état des lieux qui a été fait, contient un jour. Donc j'ai effectivement des nouvelles de mes élèves. Il y a tout un tas de situations. Il y en a bien sûr qui sont restés, quelques-uns sont restés en Ukraine, y compris à Kiev. Donc ceux-là sont dans des conditions extrêmement difficiles. Sinon, il y a des élèves qui sont dans des pays européens, comme Anastasia, partout en Europe. Certains ont rejoint d'autres écoles du groupe AEFE. D'autres ont rejoint le système français, notamment des Français ou des francophones. Et finalement, un troisième groupe continue à travailler au lycéen de Kiev et suivre les cours en distanciel avec nous. Et justement, comment ça se passe pour tous ceux qui sont restés à Kiev? Comment se déroulent les cours? J'imagine qu'il a fallu un petit peu s'adapter, c'est le moins que l'on puisse dire, quitte même à un petit peu improviser. Et justement, dans quelle mesure l'outil numérique vous aide? Alors, l'outil numérique est évidemment essentiel. Pas sans dire, sans l'outil numérique, on serait totalement incapable. C'est l'évidence. Alors, pour ceux qui sont restés à Kiev, les conditions sont très difficiles. On a 2-3 élèves qui sont dans les caves ou dans les abris, pour lesquels la continuation donc, est vraiment difficile. Ils se joignent à nous quand ils peuvent, mais ils sont souvent absents. Pour ceux qui sont des élèves qui sont à l'étranger, en France ou ailleurs, ou comme Anastasia en Pologne, ils suivent les cours donc en utilisant les instruments ou les outils numériques et ça se passe à peu près bien, je dirais. Il faut savoir que finalement, on avait eu un peu la pratique grâce au Covid, si je puis dire, ou à cause du Covid. Et donc, on avait finalement tout un tas de pratiques et de process qui avaient été mis en place. Et je dirais, ça reste une solution, comment dire, c'est pas l'idéal, mais on y arrive.
Question de Mathilde Vessels. Alors, bonjour Olivier, j'ai 2 questions en une pour être plus précise. En fait, qu'est-ce que vous pensez déjà premièrement de l'accueil, en tout cas des réfugiés ukrainiens en Europe et peut-être plus précisément en France ou en Pologne? Et comment voyez-vous l'avenir pour l'Ukraine et pour vous? Alors, pour ce qui est des réfugiés en France, de ceux qui sont venus avec moi, je suis venu en France avec une famille ukrainienne, en fait 2. Et l'accueil en France me paraît plutôt bon. Le système de protection temporaire a été mis en place très rapidement. Et il y a un certain nombre d'aides directes qui ont été mises en place assez facilement. Après, pour ce qui est du logement, c'est peut-être un peu plus difficile, donc il faudra voir. Mais dans l'ensemble, je suis personnellement impressionné, assez satisfait de ce qui a été fait en Europe et notamment en France. Et comment vous voyez l'avenir du coup Pour ce qui est de la situation personnelle, je souhaite rentrer en Ukraine le plus vite possible et reprendre mon travail au lycéen de Kiev. Je n'attends que ça. Anastasia, c'est aussi votre sentiment? Vous n'attendez qu'une seule chose, que cette satanée guerre, si je puis dire, soit enfin terminée pour pouvoir retourner chez vous? Je crois que l'Ukraine va gagner. Je vais revenir à la maison le plus tôt possible. Comment vous vous informez justement concernant cette guerre? Est-ce que vous regardez les informations en Pologne ou est-ce que vous avez des informations via peut-être des gens ou des personnes de votre famille qui sont encore restées en Ukraine? Comment vous vous informez sur ce conflit? Et d'ailleurs, est-ce que vous vous informez ou est-ce que vous préférez vous protéger, vous préserver? Non, je lis des nouvelles tout le temps et c'est très difficile parce que je vois toutes les destructions. Non. Bien sûr. Je vois tout ça. Et on comprend votre émotion forcément. Olivier, peut-être la même question. Comment vous vous informez, vous, depuis la France? Est-ce que vous coupez un petit peu avec ce flot d'images, ce flot d'informations ou vous décidez de vous tenir au courant peut-être par vos contacts sur place? Alors, je suis les informations, bien sûr. Maintenant, il est vrai qu'il y a un peu des informations en boucle sur certaines chaînes d'information, notamment. Donc, à un moment donné, il y a un trop-plein, mais je suis bien sûr cette information. J'ai un ami, Yuri, qui est un voisin avec qui je joue aux échecs jeudi et qui est resté sur place et je suis en contact avec lui et il me tient au courant de ce qui se passe dans le quartier. Anastasia, est-ce que en Pologne, vous nous avez dit que vous alliez en cours justement avec ces professeurs qui sont ukrainiens, est-ce qu'il y a aussi un aspect accompagnement psychologique, puisque encore une fois, vous êtes parti de chez vous du jour au lendemain et que c'est quand même très lourd à porter et que sur le plan psychologique, on imagine que vous avez besoin, vous comme d'autres enfants et d'autres adolescents ukrainiens, d'accompagnement sur le plan psychologique? Oui, on a 1 heure par semaine de travail avec le psychologue. Elle nous aide beaucoup et j'aime ça. Olivier Houette, est-ce que vous vous êtes fait suivre justement suite à votre rapatriement en catimini justement, ou est-ce que vous êtes en lien avec des élèves qui ont besoin de parler de cette guerre, même si encore une fois c'est très difficile, il faut en parler? Alors, on a eu la proposition d'être suivi. Je personnellement pas fait pour l'instant, je ne me suis pas suivi personnellement. L'infirmière du lycéen de Kiev est aussi à disposition des élèves et est en contact avec certains élèves qui montrent des difficultés. Mathilde Vessels, vous posez la question il y a un instant de l'accueil des réfugiés ukrainiens, notamment en France. Moi, j'ai vu pas mal de reportages là-dessus, pas mal de sujets. Et on voyait que, et vous êtes professeur de mathématiques, Olivier, on voyait que les petits Ukrainiens, j'ai l'impression, étaient bien meilleurs que les Français. Vous me confirmez ou pas? Ça vous étonne ou pas? Parce que la langue des mathématiques, c'est la même. Hein. Bon. Ah oui, oui. Universel. La langue des mathématiques, c'est la même. Hein. On ne peut pas tricher. C'est la même chose. Dans le niveau au lycéen de Kiev, c'est bon. Les élèves sont très studieux pour leur très grande majorité. Mes classes sont très solides.
Ça paraît totalement dérisoire, je suis désolé de vous poser la question, car c'est vrai que nous, on fait chaque fois des émissions pour voir quels sont les différents types d'enseignements, et cela dans le monde entier. On a fait tout à l'heure une émission sur la Tunisie, on a parlé aussi de la Chine ou encore de l'éducation au Brésil. J'ai envie de vous poser la question sur l'Ukraine, encore une fois, même si c'est en temps de guerre. Est-ce qu'il y a une philosophie particulière justement à cet enseignement en Ukraine? Quelle est la philosophie de l'éducation là-bas? C'est-à-dire qu'au lycéen de Kiev, on est complètement aligné avec le système. Donc, ce qui se passe au lycéen de Kiev, on utilise les mêmes livres, le même programme. Les professeurs, dans leur grande majorité, viennent de France. Donc, pour ce qui est du lycée de Kiev, on pourrait être à Bourges ou Nantes. Et pour le coup, c'est en décalage avec le reste de l'éducation en Ukraine, c'est ce que vous me dites? Non, pas forcément. Maintenant, je pense effectivement que les élèves, on va dire que les élèves ukrainiens sont au moins au niveau des élèves français en moyenne. Pas peut-être un peu meilleur. Je reviens sur l'avenir. Est-ce que vous pensez que, si, on l'espère tous évidemment, cette guerre s'arrête le plus rapidement possible, mais est-ce que l'école pourra reprendre comme avant, ou est-ce qu'il y aura comme un sas de décompression pour les élèves, pour les professeurs qui vont se retrouver? Et alors, il faut reconstruire le pays. Effectivement, il y a des villes, on en parlait avec Anastasia, qui sont dévastées. Mais lorsque voilà, vous pourrez peut-être retrouver le chemin de l'école, est-ce qu'il y aura effectivement un travail, j'imagine, de l'éducation nationale pour retravailler ensemble à l'école et sur de nouvelles bases? Alors, c'est une question auquel je ne pourrais pas répondre entièrement. Alors, de mon point de vue, la première chose que je peux dire, c'est que tous les collègues avec lesquels je suis en contact souhaitent rentrer à Kiev, dès que possible. Donc, j'allais dire l'ensemble de l'encadrement est motivé, n'a qu'une seule idée, de se rentrer à Kiev et de reprendre. Maintenant, la réalité sera ce qu'elle sera. L'école ne rouvrira pas si le conflit, de mon point de vue du moins, l'école ne rouvrira pas le conflit court, ou si l'Ukraine n'est pas un pays totalement indépendant. Je pense que de ce point de vue-là, l'ouverture est difficile à imaginer. Anastasia, est-ce que vous avez... Oui, pardon, allez-y, oui. Olivier. Après, ce que je pense, c'est qu'il y aura peut-être une période d'adaptation. Si les choses sont revenues à la normale, je comprends par là, l'Ukraine est indépendante, libre, bien sûr, et que la guerre est finie complètement, il y aura, à mon avis, une période d'adaptation. D'abord, il faudra que les élèves puissent revenir. Donc, je pense que l'encadrement réfléchit à une période d'adaptation qui sera nécessaire, effectivement. Anastasia, est-ce que vous avez des amis qui ont peut-être été accueillis dans d'autres pays européens, et qu'est-ce qui vous dit justement sur l'accueil des autres pays européens? Parce que vous, encore une fois, je le rappelle, vous êtes en Pologne. J'ai des amis qui sont en Italie, en Suisse et même en France. Ils étudient maintenant dans les écoles locales. Et comment se passe l'adaptation pour eux? C'est pas trop dur? Comment ça se passe pour eux, l'adaptation? Je ne sais pas. Tout le monde veut rentrer en Ukraine. J'imagine. Comment vous, aujourd'hui, vous adaptez à la culture polonaise, vous qui avez la chance, vous m'avez dit, de parler quelques mots de polonais, c'est, j'imagine, très différent de la culture ukrainienne? La langue polonaise est facile à comprendre pour les Ukrainiens. Et la ville est magnifique. Quand même, je suis très fatiguée. Et je passe beaucoup de temps dans ma chambre et ma mère veut que je me promène plus et voir la ville. Combien de temps vous étudiez par jour? Chaque jour, j'ai 6 leçons et quelques leçons en ligne de mon école de Kiev. Mais une grande partie des professeurs ne peuvent pas donner les leçons parce qu'ils sont en bunker. Anastasia, on a vu que la guerre, malheureusement, la guerre a aussi parfois suscité des vocations. Est-ce que, en raison de cette guerre, vous savez ce que demain, dans votre vie, vous souhaitez faire? Quel sera votre métier?
Mhm. Pardon? Oui. Vous savez quel métier vous voulez faire? En futur, Oui. On essaie de parler de choses positives. Vous rêvez de faire quel métier? c'est une question difficile. Je sais bien. Je sais bien. Et vous n'avez pas forcément la Quand réponse. j'étais en Ukraine, je voulais devenir un psychologue, mais maintenant, je ne sais pas combien de temps je vais habiter à Cracovie et qu'est-ce que je vais faire à l'avenir. Une question de Mathilde pour vous. Anastasia, est-ce que vous avez l'impression que le temps s'est arrêté et que peut-être, là vous le disiez il y a un instant, vos projets de vie futurs se sont complètement arrêtés avec la guerre? Ou est-ce que vous arrivez quand même à vous projeter un petit peu dans les prochains mois, les prochaines années, ou pas du tout? J'étais très étonnée de penser que c'est le mois de guerre. J'ai l'impression que c'est comme une année. Et donc, ma mère me fait vivre parce que je ne veux rien faire. Honnêtement, c'est comme ça. Mais on comprend que c'est ô combien compliqué. Olivier Houette, quel est votre sentiment justement sur ce peuple ukrainien qui véritablement impressionne toute la planète par sa résistance et par sa résilience? Énorme fierté pour le peuple qui est solidaire, qui résiste. J'ai aussi trouvé que les gens étaient calmes, organisés, très impressionnés en réalité. Vous fondez un quelconque espoir dans ces pourparlers dont on parle beaucoup? Vous pouvez répéter la question? Olivier Houette, est-ce que vous fondez un quelconque espoir dans ces pourparlers qui font la une des médias en ce moment? Disons, oui, j'imagine qu'il vaut mieux discuter que pas discuter. Je ne sais pas trop quoi vous dire. Je reste bien sûr optimiste quant à mon retour à Kiev et au redémarrage de l'école dès que possible. Nous verrons. Anastasia, quel est votre espoir de retrouver enfin la paix? Vous pensez que vous pourrez bientôt retourner dans votre pays et que la paix sera signée dans les prochaines semaines? J'espère qu'on va retourner le plus tôt possible parce que mon père reste en Ukraine et beaucoup de mes proches y restent ici aussi. C'est pourquoi j'ai un espoir. Vous arrivez à avoir des nouvelles régulièrement de votre papa? Oui. Il nous appelle chaque jour. Il nous manque beaucoup. J'imagine. Vous êtes très forte. Mathilde? C'est difficile de rajouter quelque chose. Oui, effectivement. Non, mais c'était plus par rapport à votre père qui est resté là-bas. On imagine qu'il est resté se battre aux côtés des Ukrainiens, c'est ça? Oui, c'est ça. Mais il est un peu malade. Il a 45 ans. Ouais. Il n'est pas dans une bonne condition à défendre le pays. Quand même, il veut le faire beaucoup. Oui, mais ce qui est important de souligner, Anastasia, et en tout cas, je parle du point de vue français, je pense que Patrice sera d'accord avec moi, mais ce qui est assez incroyable, c'est que nous, on voit aussi de chez nous la force que vous avez et les hommes qui restent en Ukraine, peu importe leur âge, leurs conditions physiques, il y a des femmes aussi qui restent et qui se battent pour leur pays, et c'est ça que nous, en tout cas en France, et je pense partout ailleurs, on retient, vraiment. D'accord, merci. En tout cas, un grand merci à vous. Un grand merci à vous, Anastasia, d'avoir pris le temps et d'avoir eu surtout le courage de vous exprimer. On vous souhaite vraiment un maximum de courage pour cette vie en intérim, si je puis dire, du côté de Cracovie en Pologne. Tâchez, bien sûr, essayez de continuer tant que vous le pouvez ces cours et de continuer à embrasser vos rêves. Encore une fois, mille merci. On vous envoie toutes nos forces depuis ici. Modestement depuis Paris, depuis Neuilly-sur-Seine. Un grand merci aussi à vous, mon cher Olivier. On espère que tout va s'arranger et que vous pourrez retourner du côté de Kiev dans ce magnifique lycée pour enseigner ces mathématiques pour lesquelles, et je m'en souviens encore une fois,
les petits Ukrainiens semblent bien plus forts que les petits Français. Et puis j'en profite pour, ma chère Mathilde, de dédier cette émission à un ami qui m'était très cher, ukrainien, effectivement, un très proche, qui est reparti sur le front et qui est mort la semaine dernière. Andrei, on pense bien fort à toi, c'était sur le front du côté de Mykolaïev. Passez une excellente journée en notre compagnie. Un grand merci à vous Mathilde pour cette émission exceptionnelle sur School TV. À très vite.